Bienvenue à cette session du coup. Nous sommes tous biaisés. Je vous préviens tout de suite, ça va être un peu rock'n'roll. D'accord? Parce que tout simplement, je ne vais pas vous faire une conférence super relou où je vais vous énumérer des biais cognitifs, mais je vais vous faire participer. Donc je vous préviens tout de suite, tout l'enjeu de ma conf, ça va être de réussir à vous piéger. Voilà, vous le savez. Comme ça, c'est fait. Je me présente quand même un petit peu parce que du coup, vous allez participer moi aussi. Moi, c'est Bertrand, je viens de Lille. Je suis pas très loin, on est un peu des amis entre Rennes et Lille. Je suis à Zenica. Alors, ce qui est bien à Lille, c'est que d'habitude, quand j'ai un sweat rouge, tout le monde sait que je suis à Zenica. Je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait du rouge absolument partout. J'ai dit, bon, bah voilà, mon intro est déjà foutue, c'est parfait, on recommence. Donc voilà, donc Zenica Lille, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va être biais cognitif, un peu ce qui se passe dans le cerveau. J'adore regarder ce qu'il y a dans le cerveau. Et on va jouer ensemble. Petit conseil, avant qu'on commence, prenez de quoi écrire un stylo, un post-it, un cahier. Et à un moment, pendant certaines des expériences, vous allez avoir besoin de noter des choses. Comme ça, je ne vous prends pas en traître, vous êtes au courant. Je vous laisse un peu de temps tranquillement pour vous préparer. On est parti. Je commence, mais genre direct, par une petite expérience. Et je vous demande très simplement, pour vous, qui est le plus triste entre cette tomate et ce poivron? La question est très difficile. Je vais prendre un peu la température comme ça de comment vous participez. Qui pense que c'est la tomate? Levez la main. Ouais, il y a plein de monde. Ok. Qui pense que c'est le poivron? Ah, j'en ai un peu. Cool. Trop bien. Bon, bah félicitations. J'ai déjà eu la moitié de la salle. J'ai déjà gagné le pari de la conf. Ce sont des aliments. Il n'y en a aucun des deux qui peut être triste. Eh ouais, désolé de vous le dire. Hein, ça commence mais direct. Alors comment ça se fait que notre cerveau il a l'impression de voir une tomate qui pleure et un poivron, alors peut-être qui est triste pour certains, ou qui est en colère pour d'autres? Eh bien tout simplement, ça se joue dans notre cerveau. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Alors si jamais vous voulez avoir l'air super intelligent en sortant de la salle, en prenant un verre ce soir, ou en mangeant, ça s'appelle la pareidolie. Si vous arrivez à ressortir pareidolie, respect déjà. C'est exactement la même chose quand vous regardez les nuages et que vous vous dites, tiens, là je vois un chien, là je vois un dinosaure. C'est exactement la même chose, c'est ce qu'on appelle la pareidolie. Vous allez voir des images qui n'existent pas vraiment. Et en plus, comme on est humain, on adore poser des visages sur les endroits où il n'y a pas de visage. Vous mettez pareidolie sur Google, vous allez voir, il y a plein d'exemples, c'est trop bien. Donc j'ai rapidement dit biais cognitif. Alors je ne suis pas le seul, Christian en a parlé au tout début lors de la keynote, c'est génial, parfait, il me fait même ma conf. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un petit raccourci, voire parfois un grand, que va prendre notre cerveau, parce que notre cerveau traite trop d'informations en parallèle, et donc par moment, il a besoin d'aller plus vite. Petit exemple au temps de la préhistoire, de ce que c'est un biais cognitif. Préhistoire, je me balade avec mon pote Pierre, tout simplement, et Pierre, il a faim, et il va manger un super champignon comme celui-ci. C'est un beau champignon, il est rouge, il donne envie. Miam miam, c'est à la préhistoire. Hein. Donc forcément, mon pote Pierre, malheureusement, après avoir mangé ce champignon, il va tomber malade. Et alors tomber malade à la préhistoire, c'est pas fun, hein. Mais vraiment pas fun du tout. Du coup, forcément, moi qui ai vu mon pote tomber malade, quand je me rebalade en forêt 4-5 jours plus tard et que je tombe sur ce champignon rouge, évidemment que je ne le mange pas. J'ai associé dans ma tête qu'un champignon rouge voulait dire malade. Alors on a de la chance, depuis la préhistoire, on a un peu évolué. Donc normalement, on est capable de savoir que le premier, faut pas le manger et que le deuxième est comestible. Cool. On est un peu moins préhistorique. Pas de chance, notre cerveau, lui, continue à faire des petits raccourcis comme celui-ci. Et quand je dis qu'il a tendance à en faire, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est tout ça. Donc chaque mot, alors le but c'est que vous puissiez pas le lire, hein, parce que c'est beaucoup trop grand, qu'on soit d'accord, hein. Mais chaque terme que vous voyez, c'est un des raccourcis que peut prendre notre cerveau. Ce qui est très pratique dans la vie de tous les jours. D'accord? Je vous donnerai un exemple un peu plus tard. Et ce qui est vraiment bien, c'est que comme il y en a autant, on a quand même de la chance quelque part. Nous ne sommes pas tous touchés par tous ces différents biais cognitifs. Certains vont être plus touchés par certains que par d'autres. Je vous donne un exemple très personnel. Ce ne sera sûrement pas le cas pour vous. J'ai une tendance à donner plus de poids
aux gens qui sont dans mon cercle très proche qu'aux gens qui sont un peu plus éloignés. C'est-à-dire que si j'ai un médecin qui me dit de faire ci, mais que mon pote, mon super pote kiné me dit qu'il faut faire tout l'inverse, ben je me connais, je vais faire tout l'inverse. Ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent, ça ne veut pas dire que je suis plus bête non plus, c'est juste que mon cerveau il va faire le raccourci, il va donner plus de points instantanément à mon ami. Fini, fin de la théorie, voilà, c'était cool, on joue un petit peu, et je vais parler d'une super citation d'un collègue de Zéni Khalil qui me dit toujours « Une bonne conférence a un peu d'histoire ». Je lui dis bah, « Très bien, je vais vous en raconter une du coup ». Et on va même rentrer dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, période pas super fun. Alors les grands amateurs d'avions ont tout de suite reconnu. Les Anglais, les Britanniques envoient des avions bombarder les lignes allemandes. C'est la guerre, c'est toujours pas fun. Les Allemands, ils sont pas tout à fait d'accord avec cette idée. Et ils se disent, bah, on va quand même venir tirer sur ces avions pour essayer d'en abattre le plus possible, parce que bah, on n'a pas envie de se faire bombarder gratuitement. Et on compte à peu près 50% des avions qui sont abattus par les Allemands et 50% qui arrivent à retourner jusqu'en Angleterre. L'état-major de l'époque se dit, quand même, on perd 50% de nos pilotes, 50% de nos avions. Enfin, le coût est gigantesque, que ce soit humain comme matériel. On ne peut pas se permettre de continuer comme ça. Facile, on sait blinder des avions, on blinde des avions. Première idée, on blinde tout l'avion. Voilà, tout l'avion est blindé. Incroyable, l'avion ne décolle même plus. Alors c'est pratique quand vous êtes un char ou un tank, quand vous êtes un avion, c'est un peu embêtant de ne plus pouvoir voler. Surtout que l'Allemagne n'est pas collée à l'Angleterre, d'après mes cours de géo. Bah, du coup, on va faire appel à des scientifiques. Et les scientifiques qui vont venir étudier les avions pour voir un petit peu quels sont les endroits où il faudrait blinder, les endroits où on est souvent touché. Et ces scientifiques, ils ont travaillé, et ils nous sortent un super schéma comme celui-ci, avec, en point rouge, tous les endroits où ils ont relevé des impacts sur les avions. Donc ils arrivent vers l'état-major, et ils se disent, voilà état-major, nous avons constaté que les avions se font beaucoup toucher au milieu, sur les ailes, que ce soit sur les côtés ou à l'arrière. Nous pensons que c'est à cet endroit-là qu'il faut blinder. L'état-major dit, c'est tout à fait logique, c'est normal. Je suppose que dans la salle, il y en a beaucoup qui se disent la même chose. Et il y en avait une seule personne dans le groupe de scientifiques qui s'est dit, ouais, attendez, il y a un truc qui cloche là. C'est-à-dire qu'on a étudié les avions, on a trouvé plein d'impacts, ouais, c'est vrai, mais on n'aurait pas regardé uniquement les avions qui sont revenus en Angleterre? Genre, on aurait oublié les 50% justement qui se sont fait abattre. Donc les vrais endroits à blinder, bah, c'est justement l'avant. L'avant de l'avion et un peu le milieu. C'est ces endroits-là où justement on peut remarquer que si jamais on reçoit une balle, l'avion ne revient pas. Alors que tous les points rouges, ce sont les endroits où on a reçu des balles allemandes, mais on a réussi à revenir en Angleterre. Et ça, suspense, incroyable, c'est un biais cognitif. Vous y attendez absolument pas. En fait, on l'appelle celui du survivant, le biais du survivant. Et pour vous donner un peu plus de contexte dans votre vie de tous les jours, on le remarque fort à deux endroits. Le premier, c'est ce qu'on appelle les conférences. Enfin, comme ça, je pourris tout de suite ma conf, on y va dès le début. En fait, tout simplement, vous imaginez une conférence, quel que soit le mieux, Agile Tour, TEDx, n'importe, je m'en fiche. Et la personne dit, ouais, bah moi j'ai réussi à monter une entreprise d'une start-up jusqu'à une PME, tout simplement parce que j'étais super motivé. J'avais une idée incroyable, et surtout, j'avais un baby-foot. Ok, on écoute la conf, on sort de la conf en disant, bon bah vas-y, je m'achète tout de suite un baby-foot, de toute façon l'idée, la super motivation, je l'ai déjà, incroyable, je vais forcément réussir. Bah, malheureusement non. C'est-à-dire que la personne que vous voyez en conf, c'est quelqu'un qui a réussi. Vous ne voyez pas en fait tout le panel de personnes qui étaient aussi très motivées, qui avaient aussi un baby-foot, qui avaient des super idées et qui n'ont pas réussi. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter d'écouter les conférences, sinon vous allez tous vous lever et partir et du coup je vais avoir être extrêmement gêné. Mais plutôt, n'hésitez pas à douter de temps en temps de ce qu'on vous dit et d'aller chercher d'autres informations. Et le deuxième endroit où vous voyez fort ce biais du survivant, et j'essaye de lutter le plus possible dans toutes les missions où je passe, parce que dans toutes les missions je le vois, est-ce que vous demandez du feedback à vos utilisateurs? Ouais, un peu quand même. J'espère, vraiment. La manière de demander un feedback à un utilisateur, c'est assez sympa.
je travaille sur des applications en ce moment qui sont des applications téléphoniques. Et donc on leur donne un petit encadré, une petite pop-up qui arrive de temps en temps en disant hey, donne-moi une note de 1 à 5 ou ferme la fenêtre. Parfait, je récupère de l'information. Je sais qu'en moyenne j'ai 3 sur 5. C'est pas incroyable. Par contre, en fait, sur mes 9000 utilisateurs, j'en ai que 6 qui m'ont répondu. Donc je suis sur le point de dire mon application elle est moyenne parce que j'ai 6 personnes qui m'ont répondu sur les 9000. Bingo, vous avez récupéré que les avions qui sont revenus, que les utilisateurs qui vous ont donné le feedback. Donc peut-être qu'il faut trouver d'autres manières de venir chercher du feedback. C'est pareil, gardez les étoiles, trop bien, ça marche, utilisez-les, mais allez peut-être chercher une autre manière d'aller chercher ce feedback pour essayer d'éviter ce biais du survivant. Pardon. Et ça, je peux vous assurer, vous regardez dans toutes vos applications, dans les sondages aussi, ça marche super bien. Dans l'entreprise où je bosse en ce moment, ils ont fait un sondage en disant « Est-ce que vous avez compris la vision de l'entreprise » 30% des gens ont répondu « Bon, bah voilà, les gens ont réussi à comprendre notre vision, c'est incroyable. » Bah, peut-être pas, vous avez peut-être eu que ceux qui ne comprennent pas du tout ou que ceux qui ont complètement compris, qui ont répondu. Promis, c'est la dernière histoire que je vous raconte, après vous jouez. Et vous allez même jouer tout de suite. Je vais vous mettre en situation. On a parlé d'entreprise, on a parlé de vision, on a parlé un peu de patron. Et bien maintenant, c'est vous les patrons. Vous êtes CEO d'une entreprise qui fait des drones. Trop bien, c'est génial. Vous avez mis plein d'argent sur la table, on va dire à peu près 9 millions. Et avec tous les moyens de rétro-planning, de prévision, d'estimation, ce que vous voulez, vous avez remarqué qu'il vous manquait plus que 1 million pour pouvoir finir le projet, parce que vous avez réussi à faire 90% de ce projet. On part du principe que on utilisera uniquement ce million et pas plus, parce qu'on ne va pas déborder, ce qui n'arrive jamais dans la vie de tous les jours. Et à ce moment-là, au moment de prendre la décision, vous avez votre assistant qui rentre dans la salle en disant « C'est terrible, notre concurrent a sorti un meilleur drone et il va le vendre au même prix que le nôtre. » La question est très simple, est-ce que vous mettez le million d'euros pour finir votre projet et quand même le vendre? Levez la main un peu ceux qui mettent le dernier million d'euros. Je regarde un peu avec les lumières, je m'avance. Hein. Ah, il y a du monde. Hein. Ah, il y a du monde. Très bien. Moi aussi, je l'aurais mis en vrai. Hein. Un petit million. Essayons de faire une situation un peu identique. Genre, on est allé 2 ans plus tard, vous êtes toujours CEO du patron, vous n'avez rien mis sur la table. Rien du tout. On vous demande de mettre 1 million d'euros pour toujours faire un drone. Entre deux, vous n'avez pas changé de boîte. Hein. C'est assez incroyable. Tout simplement, vous imaginez qu'en 1 million, et vous le savez, qu'en 1 million, vous serez capable de faire tout le projet, en entier. Même si vous n'avez rien commencé, vous avez fait toutes vos estimations, vous avez pris l'énergie qu'il fallait pour être sûr qu'il faut que ce million. Et là, je pense qu'il le fait exprès, le concurrent revient avec son drone qui est meilleur que le vôtre, au même prix, qui met le million pour venir faire ce projet. Pareil, je vous propose de lever la main, ceux qui mettent ce million. Oh, j'en ai beaucoup moins, eh. Il y a quelques-uns qui osent, ils osent pas trop, genre, non, je suis tout seul, je sais pas si je dois lever la main. Bon, beaucoup moins. C'est quand même incroyable, non? Parce que la situation 2, c'est exactement la même que la situation 1. Je vous ai demandé, est-ce que vous êtes prêt à mettre 1 million d'euros pour faire un drone qui va être moins bien que celui de votre concurrent? C'est la même question. La différence, je sais que si je vous demandais pourquoi est-ce que vous avez d'abord répondu oui à la première et non à la deuxième, vous allez me dire ouais, mais du coup, on a déjà mis 9 millions, du coup, on espère pouvoir rattraper ces 9 millions en finissant le projet. C'est vrai. Mais alors du coup, dans le deuxième, on aurait été capable de récupérer de l'argent directement. C'est-à-dire que si vous pensez être capable de récupérer 9 millions complets, bah là, en mettant juste 1 million, vous récupérez 9 millions aussi. Bénef, on a fait 8 millions de marge. Incroyable. Non, ce qui a vraiment fait la différence sur pourquoi est-ce que j'avais beaucoup de oui sur le premier, beaucoup de non sur le deuxième, c'est tout simplement parce que notre cerveau, il a une incapacité, enfin pas chez tout le monde, mais majoritairement une incapacité, à venir oublier le fait qu'on a déjà mis de l'énergie, du temps ou de l'argent. Et on le met dans la balance pour pouvoir prendre une décision. Alors que la vraie décision qui doit être prise par vous en tant que CEO,
c'est uniquement est-ce que vous voulez faire un drone moins bon que votre adversaire? C'est juste ça. Alors après, à chercher, il faut chercher d'autres informations. Évidemment, le monde ne se résume pas à oui, non aussi facilement. Mais ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables, vous pouvez le voir de plein de manières différentes. Là, on est en entreprise. Ça existe dans le perso. Vous prévoyez un petit voyage avec un groupe d'amis, 4-5 amis. Et surtout parce que en fait, vous avez votre meilleur ami qui est présent. Ou votre meilleur ami. Bref. Vous avez dû mettre de l'argent. Avant de partir, vous avez mis 250 € en pré-réservation non remboursable. En même temps, il ne fallait pas prendre un hôtel all inclusive, j'ai envie de dire, pour un week-end. Et grosso modo, 2 semaines avant le week-end, vous avez votre meilleur ami qui, justement, dans ce groupe-là, se désiste en disant « Ouais, non, finalement, je suis un peu malade, j'ose pas trop, je préfère rester au chaud chez moi. » Bon, bah du coup, ça a vachement moins d'intérêt. Et ben, je suis prêt à parier que vous y allez quand même. Mais normal, vous avez mis les 250 €. Alors que la question de est-ce que vous voulez y aller ou non, c'est est-ce que vous pensez que vous allez vous amuser dans ce week-end? Et pas est-ce que vous allez rentabiliser votre argent? En entreprise, je pense que vous êtes capables, tous, mais vraiment tous, de chercher vous-même un moment où vous avez entendu ou pris une décision, ça se trouve c'est peut-être vous qui vous êtes fait avoir, une décision de continuer un projet juste parce que non mais on a déjà mis beaucoup d'énergie dessus, ça fait 2 ans qu'on travaille, autant le terminer. Voilà. Ça me fait plaisir parce que du coup on est sur la 2e expérience et j'ai déjà réussi 2 fois à vous avoir. Je suis très heureux, sachez-le. C'est bon, ma conf elle est réussie de ouf. Je vais passer au dernier biais cognitif que je veux voir avec vous. Alors, vous avez vu, les listes elle est gigantesque. Mon but c'est vraiment pas de pouvoir tous vous les montrer. C'est essayer d'en prendre 3 qu'on voit beaucoup en entreprise, enfin en tout cas que moi je vois beaucoup, pour que vous puissiez peut-être dire tiens, il m'a parlé de ses coûts irrécupérables, je vais peut-être poser 2-3 questions un peu plus à mon responsable pour voir s'il n'a pas d'autre chose derrière. Parce que je ne vais pas vous mentir que juste dire on continue le projet parce qu'on a mis de l'argent dessus, ça ne motive pas beaucoup d'équipes. Désolé. Et le dernier, c'est le pire. Alors celui-là, il va être incroyable. Il va être tellement incroyable qu'on va le faire en 2 expériences. C'est pour ça que vous avez besoin d'écrire des choses. C'est que je ne vais pas vous donner la réponse de la première expérience avant d'avoir fait la 2e. Dernière information, je vais vous poser beaucoup la question. Je vais avoir besoin d'un feedback rapide de votre part aussi à ce moment-là. Si vous comprenez les règles sont un peu plus corsées que juste est-ce que vous mettez 1 million d'euros ou non. Ce serait dommage de passer à côté de ce biais cognitif et de ne pas l'expérimenter juste parce que les règles, je n'ai pas réussi à trouver le bon canal pour vous le donner. On est parti? Vous avez 4 cartes devant vous. Imaginez 4 cartes. 2 qui sont sur le recto, 2 sur le verso. On commence tout de suite. Recto, c'est le côté avec les chiffres. Et le verso, c'est retourné, c'est avec de la couleur. Votre première carte que vous avez devant vous, c'est la carte 1. Donc vous savez que derrière la carte 1, il y a une couleur. La deuxième, c'est la carte 8. Et forcément, je vous ai donné 2 cartes côté recto, je vous donne les 2 cartes côté verso. 2 couleurs, une rouge et une verte. Donc je reprends. Derrière le 1, vous avez du rouge ou du vert. Pareil pour le 8. Et derrière le rouge ou le vert, vous avez forcément un chiffre pair ou un chiffre impair. Ça marche? Cool. Le but, ça va être de retourner des cartes pour pouvoir vérifier qu'une phrase est vraie. Cette phrase, je vous la donne, c'est derrière un chiffre pair, il y a toujours du rouge. Ou comme elle est écrite, s'il y a un chiffre pair sur le recto, alors la couleur est rouge sur le verso. Donc ça veut dire que derrière un pair, un chiffre pair 2, 4, 6, 8, on ne sait jamais. Vous le retournez, vous aurez toujours du rouge. Votre objectif, c'est de retourner évidemment le moins de cartes possible. Si vous me dites je retourne les 4 cartes, je vais vous dire oui, vous avez raison, mais c'est pas très intéressant. Donc le moins de cartes possible pour prouver que cette phrase est toujours vraie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Levez la main rapidement, juste ceux qui ont besoin d'une explication supplémentaire. Ouais, j'en vois quelques-uns. Ok. On a 4 cartes devant nous. L'objectif, c'est de vérifier 4. Il y en a 4, pas plus.
Ouais, je peux t'en mettre 500 si tu veux, mais avec 4, ça suffira. C'est de vérifier que derrière une carte qui a un chiffre pair, il y a absolument toujours la couleur rouge. Donc derrière un chiffre pair, il n'y a jamais de vert. Si je le dis autrement. D'accord? Et vous choisissez quelles sont là ou les cartes que vous souhaitez retourner parmi les 4 qui sont présentes. Donc vous retournez la 1, la 8, la rouge ou la verte. Je vous laisse écrire du coup quelle carte vous retournez. Parce qu'on va utiliser cette expérience pour débriefer le biais cognitif derrière. On va se prendre un peu de temps, un peu de réflexion. C'est pareil, si vous n'avez toujours pas compris, vous relevez la main tout de suite. Comme ça, je réexplique encore autrement s'il le faut. Je vous préviens, l'expérience d'après, il y a des mathématiques. Hein. Comme ça, je vous fais peur tout de suite. Ah mince, non, pas ça, s'il vous plaît. Même moi, j'ai arrêté les maths tôt, je voulais pas en faire, j'en fais quand même dans mes confs. J'ai vraiment aucun respect de moi-même. C'est parti pour la prochaine expérience? Alors, prochaine expérience tout de suite. J'ai une idée en tête, ce qu'on appelle une règle. Avec cette règle, ça va me permettre de créer 3 chiffres qui se suivent. Ah, j'avais dit, il y a des chiffres, hein, c'est des mathématiques. D'accord? Qui se suivent en respectant la règle. Exemple de règle, vous en doutez que ça va être faux. Ma règle, c'est tous les chiffres que je donne sont toujours 0. Et donc, je vais vous donner 3 chiffres qui sont 0, 0, 0. Voilà, tout simplement. Ok. Votre but, évidemment, c'est de trouver ma règle. Et comme je suis quand même quelqu'un de sympa, pour ne pas vous laisser patauger tout de suite, je vous donne un premier, donc ce qu'on appelle un triplet, donc 3 nombres, un premier triplet qui respecte ma règle, qui est 2, 4 et 6. Je vous laisse écrire sur votre post-it, votre cahier, ce que vous voulez, l'hypothèse que vous voulez mettre. Déjà, pour vous, quelle serait la règle que j'ai en tête? Et je vais prendre quelqu'un dans la salle vraiment au pif, c'est-à-dire quelqu'un au milieu devant. Pas eux parce qu'ils sont en bleu. Je répète quand même une fois, des fois que ce ne serait pas très clair. J'ai une idée en tête, j'ai une règle, j'ai une façon de pouvoir créer des chiffres qui est réelle. D'accord? Ça peut être tout et n'importe quoi. Et à partir de cette règle, j'ai réussi à mettre 3 chiffres de suite, qui sont 2, 4 et 6. Vous ne connaissez pas cette règle, le but c'est de la deviner. Vous n'allez pas juste la deviner. Vous allez proposer des hypothèses et surtout vous allez proposer des triplés pour voir si votre hypothèse elle est vraie ou non. D'accord? Et je prends, tiens, juste au milieu, en gris, quel est ton prénom? Fabien. Fabien, si tu devais me donner 3 chiffres pour essayer de voir quelle est ma règle, qu'est-ce que tu me donnerais? 8, 10, 12. Super, tu sais quoi, je vais noter. Je le mets sur le post-it, je le colle ici, comme ça tout le monde a ta réponse. Personne ne te jugera. Je ne vais pas te donner la réponse, parce que, enfin si, mais un peu plus tard. Parce que si je dois faire le tour de tout le monde, ça va être un peu long. Et à ce moment-là, j'ai mon timekeeper qui va me faire les gros yeux. Ce que je vous propose plutôt, c'est de venir vous proposer directement des triplés que j'ai prédéfinis. D'accord? Donc je vous demande, à vous dans la salle, de dire si c'est vous que j'interroge là maintenant tout de suite, est-ce que vous me proposez 12, 8, 6, 10, 12, 22 ou 14, 16, 18? Et vous notez du coup sur votre post-it, sur votre cahier, la lettre. Ce qui m'intéresse, c'est la lettre. Vous pouvez noter aussi le triplet si ça vous intéresse. On est arrivé jusque-là, je refais une prise de température. Qui est perdu? Qui a besoin d'explications supplémentaires? Ouais, j'ai cru voir des mains. Je recommence. J'ai toujours une règle dans la tête. Ok, j'ai une façon de faire des chiffres. Je fais que des triplés. J'en fais jamais plus. Je fais que des triplés. Donc triplé, je vous rappelle, c'est 3 nombres. Ces 3 nombres vont systématiquement respecter la règle que j'ai en tête. Je vous redonne la règle des zéros parce que je la trouve vraiment importante. Si ma règle c'est 3 fois 0, bah dans ce cas, je peux reproposer 0, 0, 0. D'accord? J'aurais proposé un triplet de nombres qui respecte la règle que j'ai en tête.
Votre but, du coup, c'est de trouver cette règle. Pour ça, vous avez sûrement posé une hypothèse en voyant le 2, 4, 6. Vous avez peut-être posé d'autres hypothèses en voyant les nouveaux triplés. Je vous demande de choisir un triplé que vous me proposez. Alors cette expérience, elle se fait vraiment, si vous voulez, avec quelqu'un, et on va lui demander régulièrement des hypothèses. Quels sont les triplés que tu me donnes? Ok, Fabien, tu m'as donné 8, 10, 12, qu'est-ce que tu me donnerais derrière? Voilà, par exemple. Je vous demande de noter A, B ou C. Et donc rapidement, je vais tenter de deviner vos hypothèses, on va voir si j'y arrive. Alors, ceux qui ont répondu A, je vais vous mettre... Ah, il y en a quelques-uns dans la salle, trop bien. Ouais, j'en ai quelques-uns, cool. Bon, alors je vais vous le dire tout de suite, ça ne répond pas à la règle. C'est-à-dire que déjà, vous n'êtes pas dedans. Donc l'hypothèse que vous avez posée, c'est peut-être pas la bonne. Si vous avez répondu B, donc la réponse B, je vous rappelle, c'était 10, 12, 22. Vous avez remarqué qu'en additionnant 2 et 4, ça donnait 6. Donc quand j'additionne le premier et le deuxième chiffre, j'obtiens toujours le troisième. Donc vous avez dit, bah, c'est parfait, 10 plus 12, 22, je propose 22. Est-ce qu'il y a des gens qui ont choisi un peu la B? Trop bien. D'habitude, j'ai que des gens qui proposent la C. C'est vraiment génial. Je vais venir plus souvent à Rennes. La C, je suppose que ce que vous avez fait, c'est que vous avez dit, tiens, 2 plus 2, 4 plus 2, 6. Bah, du coup, forcément, je vais venir proposer celle qui me correspondait la plus logique par rapport à mon hypothèse. Donc la C. Je suppose, Fabien, que tu es dans cette hypothèse-là. Nice. On va faire 3 itérations. C'est-à-dire que je vais vous proposer 3 fois, enfin encore 2 fois, du coup, vous en avez déjà fait une, de me proposer des triplés. Donc pareil, je vous demande de choisir un peu la lettre. Est-ce que vous voulez proposer la D avec 5, 7, 9, la E avec 3, 5, 8, ou bien la F avec 3, 112 et 7? Ouais, pareil, comme tout à l'heure, prenez un peu de temps de réflexion et vous notez tout simplement la lettre qui vous semble la plus intéressante à proposer par rapport à votre hypothèse. Donc le but, c'est bien de toujours trouver la règle. Je vous la donne à la fin de la 3e itération, c'est promis. Ou alors je vous la donne pas et j'attends la fin de la journée. Non, je vous la donne. C'est bon pour tout le monde? Dernière itération. Je vous l'ai pas dit, mais il y avait un des triplés précédents qui ne respectait pas la règle, qui était le 3, 112 et 7. Si jamais vous étiez en train d'essayer de trouver quels étaient à chaque fois le plus mauvais à choisir, et si vous avez choisi le 3, 112, 7, on est bon. Donc là, 0, 2, 4, 0, 2, 2 et 1, 2, 11. Pareil, je vous demande de choisir G, H ou I. Je vous préviens, après je tente un truc de ouf. Si je me trompe, j'ai l'air ridicule encore une fois. On est bon? Je vais en décevoir plusieurs. Le seul triplé qui ne correspond pas à la règle, c'est le 0, 2, 2. Ah ouais, c'est terrible. Bon, rentrons un peu dans l'explication. Je vais essayer de deviner un peu. Levez la main ceux qui ont choisi justement, comme Fabien, l'hypothèse du plus 2 à chaque fois. Ah, j'en ai quand même beaucoup. Levez la main, gardez la main levée, gardez la main levée. Et, ouais, à moitié. Bon, c'est pas grave. Et je vais vous demander de garder toujours la main levée. Non, je vais vous faire du sport aujourd'hui, c'est incroyable. Cette conf, elle est ouf. Je vais vous demander de garder la main levée si jamais vous avez répondu C, D et G. Sinon, vous pouvez la baisser. Ah, j'ai quasiment tout le monde qui l'a gardé levée. J'ai vu quelques personnes quand même baisser, mais plutôt une minorité, vraiment minorité de gens. Cool, vous pouvez baisser vos mains. On va prendre l'autre hypothèse, vu que vous avez été nombreux à la prendre, enfin nombreux par rapport à d'habitude. Du coup, j'additionne les 2 premiers chiffres pour avoir le 3e. Levez la main un petit peu. Ouais. Donc tout ça, c'est les gens qui sont dégoûtés d'avoir vu 0, 2, 2 faux. Est-ce que par hasard, vous avez répondu B, E et H? Ouais, vous gardez la main levée. Ouais, vous gardez la main levée. Majoritairement, je vois qu'encore, il y a quand même des mains qui se baissent. Alors, il y a d'autres personnes qui ont sûrement fait d'autres associations d'hypothèses, d'autres associations de lettres. Super, on peut en discuter à la fin de la conf si vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'était justement toutes les mains qui sont restées levées. Comment ça se fait que sans vous donner la règle que j'ai en tête, j'ai été capable de deviner les hypothèses que vous alliez me donner? Alors, pas pour tout le monde, parce qu'il y a toujours une partie d'aléa, mais que majoritairement, je ne me suis pas trop trompé. Eh bien, tout simplement, c'est ce qu'on appelle... Ah,
Je ne vais pas vous donner tout de suite le biais cognitif. Je vais peut-être vous donner la réponse. Comme ça, savoir qui a raison dans la salle. La réponse est celle-ci. C'est une suite strictement croissante. Voilà, là j'ai mis plein de mots mathématiques relous. Avec des mots plus simples, ça veut juste dire que le deuxième chiffre est forcément plus grand que le premier et le troisième est forcément plus grand que le deuxième. 0 de 2 n'est pas possible parce que 2 n'est pas plus grand que 2. Voilà, moi c'est mon niveau de mathématiques maximum, hein, je vous préviens, on s'arrête là. Donc du coup, si vous avez répondu à chaque fois plus 2, vous avez raison. Mais vous n'avez pas trouvé ma règle. Vous n'aurez jamais trouvé ma règle. Et c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et alors celui-là, je peux vous dire que si vous ne le connaissez pas, il est super important à connaître. Il est très pratique dans la vie de tous les jours. Mais vraiment, trop bien. Je me lève le matin, j'enfile un jean. Tiens, j'ai pas mes clés. Hypothèse, mes clés sont dans mon jean précédent. Bon, bah, je vais vérifier mon hypothèse dans mon jean précédent. Je ne vais pas commencer à essayer d'invalider ce biais de confirmation et d'aller chercher un peu partout. Genre, je soulève le pain, je soulève le téléphone, ça n'a pas de sens, mais bon, on ne sait jamais. Non, je vais tout de suite vérifier. Je vais venir confirmer mon hypothèse. Donc c'est ça, le biais de confirmation, c'est de prendre les informations qui, du coup, valident l'hypothèse qu'on a en tête et on oublie un peu ce qu'il y a autour. Si vous voulez une autre idée où le biais de confirmation n'est pas terrible dans la vie de tous les jours, on va parler politique. Ouais, je me mets directement sur un chemin glissant. Je m'en fous de quels sont vos choix politiques, vous ne connaîtrez pas les miens non plus. Mais le biais de confirmation, il rentre beaucoup dans la politique. Surtout si vous êtes très politisé. C'est-à-dire que si vous êtes très de gauche ou très de droite, imaginons très de gauche, vous allez avoir tendance à lire des journaux, des articles, des informations qui vont dans le sens politique qui vous anime. Bingo! Vous allez chercher les informations qui valident vos hypothèses. Et du coup, généralement, on a tendance à oublier d'aller chercher l'inverse. Alors si ça vous intéresse, Google vous met souvent dans le biais de confirmation parce qu'il récupère les différentes recherches et il va vous proposer des articles en fonction des recherches que vous faites. Donc si vous recherchez toujours pourquoi le communisme c'est la solution à tous nos problèmes, bah, il va vous proposer au bout d'un moment que des articles sur le communisme. Je ne dis pas que le communisme c'est bien ou pas, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est uniquement le biais de confirmation. Et le biais de confirmation, vous l'avez vécu dans le jeu précédent, avec les cartes. Petit tour de table, enfin de table, il n'y a pas de table, tour de chaise du coup. Qui a un peu retourné la carte 1? Levez la main ceux qui ont répondu à la carte 1. Ok, d'accord, merci. La carte rouge, il y a des pièges. Ah, il y a du monde sur la carte rouge. La carte 8. Ah, d'habitude j'ai tout le monde, trop bien, j'en ai moins. Et la carte verte. J'ai pas vu si tu avais tout. Je t'ai vu lever la main sur au moins 2. Très bien. 8 et verte, c'est ça? Il y en a, ils sont forts. Il y en a, ils sont forts. Il s'est pas fait avoir. Alors, je vous explique rapidement pourquoi on retourne la carte 8 et la carte verte. Ceux qui ont répondu la carte 1 et la carte rouge, je vous explique pourquoi on ne les retourne pas. C'est de la logique. Là, on est sur de la notion de logique de base, qui est l'implication. C'est-à-dire que si j'ai mangé le gâteau, alors le gâteau est mangé. D'accord? Je n'ai pas mangé le gâteau, je ne peux pas affirmer que le gâteau est mangé ou non. Quelqu'un peut l'avoir fait à ma place. Donc je ne peux pas retourner la carte 1. Et pareil, le gâteau a été mangé, je ne peux pas savoir si c'est moi qui l'ai mangé ou pas. Pardon. Ça marche avec plein d'autres exemples. Généralement, en logique, on essaye de s'abstraire justement des cas pratiques comme ça, mais en tout cas, voilà. Si ça vous intéresse, on peut en parler bien plus après avec des petits schémas, des petits dessins, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc on ne retourne pas ces deux cartes-là. La majorité des gens retournent la carte 8. En effet, il faut retourner la carte 8. Il faut vérifier que derrière la carte 8, j'ai du rouge. Quand même, ça reste la base de l'implication qui est donnée. Et si vous ne voulez pas rentrer dans le biais de confirmation, vous devez retourner la carte verte. Parce que imaginez, vous retournez la carte verte et vous voyez ceci, et bien la phrase est forcément fausse. Vous avez prouvé que derrière un 6, donc un nombre pair, il y a du vert. Ça marche? Et ce biais de confirmation, on le voit dans plein de choses, mais à plein d'endroits. Et dans l'informatique, il y en a un outil qui permet son apparition, mais de fou. Et plus j'en parle, j'en ai un deuxième en tête vraiment fort. Est-ce que vous avez une petite idée? Super.
C'est pas celui-là que je veux parler, mais c'est celui-là qu'on me donne à chaque fois et je suis toujours d'accord. Exactement. Les tests de manière générale, si vous faites que les cas nominaux, par exemple, vous allez forcément rentrer dans le biais de confirmation. C'est pour ça que généralement, quand les gens vont chercher des tests unitaires un peu plus poussés, ou même les tests end-to-end, ils vont aller chercher les cas non passants, pour justement essayer de voir à quel moment mon application, mon système, réagit bien ou pas bien vis-à-vis d'une mauvaise information. Et du coup, très bon exemple, et j'en cherche un autre. C'est un que vous avez forcément déjà entendu. Vous pouvez me donner plein d'idées. Je bosse avec des étudiants. Mes étudiants, en 4 heures, ils me l'ont sorti au moins 10 fois. Enfin, pas à cette question-là, hein, mais le mot en question. Quel autre outil vous pouvez utiliser, outil, méthode, que vous pouvez utiliser pour faire rentrer ce biais de confirmation? Non, vous n'avez pas d'idée? Ça, je vous le donne alors. Vous connaissez un peu le POC? Le Proof of Concept? Rien que dans les mots, on sait déjà que le biais de confirmation il est présent. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est « Ah tiens, j'ai une super idée, parfait, vas-y teste, je teste de manière à être sûr que ça marche, c'est une bonne idée, on y va. » Parfait. Bah, pourquoi est-ce que je m'embêterais? C'est là où justement, alors tout le monde évidemment ne fait pas les POC comme ça, certains vont faire aussi des POC où ils vont dire « Bah tiens, pourquoi est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? Je vais essayer de trouver justement et trouver les bords. » Mais le principe du POC étant d'aller vite, bah, en allant vite, vous allez forcément chercher le moins de choses possible. Et donc, vous allez, comme dans les tests unitaires, chercher les cas nominaux. Est-ce que ça marche pour mon petit besoin? Alors ce qui est incroyable, hein, c'est que vous faites ça, et derrière, vous rentrez dans « je mets ça en prod », on s'étonne qu'il y ait des applications qui ne marchent pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas vous laisser comme ça, en plan. J'ai réussi la moitié de la conf, hein, je vous préviens tout de suite. Normalement, j'ai réussi à vous piéger tous au moins une fois. Donc, j'ai réussi à prouver que vous êtes absolument tous biaisés. C'est normal, hein, de toute façon, c'est la base de l'humain. C'était pas trop dur jusque-là. Il fallait juste que vous soyez touchés par ces trois-là. Il y a des moyens de faire quand même des POCs. J'ai mis 100 biais cognitifs. C'est juste pour accrocher. Hein. La raison, c'est plutôt moins, avec moins de biais cognitifs. Le premier, c'est d'être en groupe. On l'a montré, dans la salle, vous êtes absolument tous biaisés de manière différente. D'accord? Je vais garder l'exemple de, je sais pas ton prénom, de Maxime, qui sur les cartes, par exemple, ne s'est pas fait avoir et a réussi à retourner la 8 et la verte. Et bien, si vous faites un POC avec Maxime, vous avez moins de chances d'avoir le biais de confirmation qui va rentrer. Je dis moins, ça ne veut pas dire qu'il peut ne pas être touché. D'accord? Je ne dis pas que parce que vous mettez en groupe, forcément vous allez enlever tous les biais. Je prends 20 personnes qui sont tous touchées par le biais de confirmation de manière très forte, bah on ira dans le biais de confirmation, hein, il n'y a pas de secret. Mais en tout cas, en étant en groupe, vous réduisez les chances d'avoir certains biais qui vont ressortir. Donc, première étape, quand vous devez prendre des décisions, faites-le rarement seul. Rentrons maintenant dans ce qu'on a dit. Le POC fait apparaître le biais de confirmation. Bah, cherchons comment lutter contre le biais de confirmation. Posons la question inverse. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? Et là, ça peut être incroyable. Vous partez en biais de confirmation pour prouver que votre POC c'est une bonne idée. Ensuite, vous partez en biais de confirmation pour prouver que ce n'est pas une bonne idée. Et à la fin, avec vos deux biais de confirmation, vous arrivez à avoir quelque chose de neutre. Potentiellement, vous pouvez le faire à plusieurs. Mais se poser la question, ne serait-ce que se poser la question à chaque fois de pourquoi ce ne serait pas une bonne idée de faire ça. Ça va vous éviter ce biais de confirmation qui est très très fort. Quand je dis très très fort, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je voulais en parler en termes d'anecdote. Je l'ai fait jouer, pas toute la conf, mais en tout cas les expériences que vous avez faites, j'ai fait jouer ça à quelqu'un qui connaît le biais de confirmation. Bah, il s'est trompé sur les deux. Dommage. Parce que justement, comme c'est un raccourci du cerveau, on ne peut pas maîtriser complètement ce qui se passe vis-à-vis des biais cognitifs. D'où l'intérêt d'être en groupe, pour que quand je dis « Ah non, je retourne que la 8, c'est bon, la phrase elle est évidente », quelqu'un puisse dire « Ouais, attends, peut-être un peu trop simple là, non ?» Et donc forcément, par rapport à ce que je viens de vous dire, il faut exprimer des désaccords. Dans le groupe que vous avez créé, si jamais il y en a un du groupe qui se dit « Ah tiens, ça serait pas mal de retourner la verte », mais qu'il ne le dit pas, on n'avancera pas. Et on restera dans ce biais de confirmation. Donc on va venir les exprimer. On exprime tous les désaccords. Et on les note. Hein. C'est pas juste on le dit et on en parle vite fait en disant « Ah ouais, la verte est cool ». Non, non. On note, question verte.
et ainsi de suite. Et forcément, après les avoir exprimés, vous en discutez. Ah tiens, pourquoi tu penses qu'il faudrait retourner la carte verte? Ah bah parce que derrière la carte verte, il y a peut-être un pair ou un impair. On l'écrit. Ah tiens, derrière la carte 1, il y a peut-être un rouge ou un vert. Ok, on l'écrit. Et à partir de là, on va faire les recherches. On va venir chercher justement, est-ce qu'en effet, derrière une carte 1, il peut y avoir du rouge, du vert, et est-ce que ça apporte quelque chose par rapport à la phrase? Et après, le plus important qu'on ne fait jamais ou qu'on ne respecte jamais quand on le fait, c'est mettre des critères explicites et les respecter. Ça, je le dirai jamais assez. Petit exemple, il me reste 10 minutes, j'arrive à la fin, c'est parfait. Grosso modo, je bosse aujourd'hui chez un retailer sur une application mobile, Android et iPhone, pardon, Apple, j'y arrive plus décidément, Apple, qui du coup propose cette application à toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise, dans le magasin. D'accord, je vous dirai pas ce qu'elle fait, sauf si ça vous intéresse, on en parlera après. Et du coup, on fait autant de l'Android que de l'iOS. Quelqu'un arrive avec une super idée qu'on appelle Flutter, d'accord. Je ne dirai pas de bien ou de mal de Flutter, je ne connais pas. On n'a pas vraiment étudié la question, on commence à rentrer dans la fiction. Posons-nous la question, boum, on se met en groupe, pourquoi ce serait une bonne idée Flutter, pourquoi ce ne serait pas une bonne idée? Ah tiens, on exprime nos désaccords, tac tac, super, on en discute, on écrit tout. Et on se retrouve à mettre 3 critères qui nous semblent importants et non négociables. 1. Flutter doit absolument pouvoir déployer en Android et en iOS sans avoir besoin de rajouter du code spécifique. C'est notre critère numéro 1 pour accepter Flutter comme une bonne idée. Le deuxième, ça doit pouvoir augmenter les performances de nos applications. Peut-être parce qu'on a mal développé en Android, en iOS, qu'importe. C'est le critère qu'on a essayé de donner. Et le troisième, imaginons, je rentre dans la fiction pure parce que je connais vraiment pas Flutter, ça va nous permettre d'avoir un environnement de debug qui va être très simple, très rapide à déployer et qui va permettre à nos testeurs d'aller chercher des bugs rapidement. 3 critères explicites de la suite de toutes nos discussions. Et on décide de partir. On fait le test, on fait tout l'époque, on fait tout dans tous les sens. Et on arrive à la fin, on se réunit et on se dit, bon, bah, en effet, Flutter nous permet de développer en Android et en iOS sans rajouter de code. Parfait, incroyable. Flutter nous permet d'avoir un mode debug vraiment bien, c'est-à-dire qu'on est capable de le déployer en moins de 2 minutes et boum, nos testeurs ils peuvent tout de suite tester et on ne perd pas de temps dans notre workflow. Génial. On a même trouvé d'autres choses. Alors là, je pense que je vais peut-être m'avancer fort. C'est pour ça que c'est de la fiction. Il se trouve que c'est une techno open source, on va dire, et que derrière cette techno open source, bah, ça va nous faire des frais en moins, et en plus il y a une grosse communauté, donc on va être souvent suivi. Tant mieux, imaginons qu'on a trouvé ça. Et encore mieux, on était sur du Android, mais on avait plein de versions différentes d'Android. Et il se trouve qu'on galérait à les maintenir, et il se trouve qu'avec Flutter, on va pouvoir les maintenir facilement. Ça donne envie d'y aller. Bah ouais, sauf qu'en fait, on avait dit qu'un de nos critères explicites, c'était d'améliorer les performances. Et en fait, on a montré que ça n'améliorait pas nos performances. Au contraire, ça les dégradait. Bah désolé, Flutter n'est pas la bonne solution à nos problématiques. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise solution. C'est juste que par rapport aux besoins qu'on avait, par rapport à tout ce qu'on a émis, justement, ce n'était pas la bonne réponse. Donc autant en chercher une autre. Et peut-être qu'il n'y en a pas d'autres, et peut-être que du coup, on reviendra sur Flutter à un moment. Mais du coup, on changera nos critères à ce moment-là. On cherchera des critères qui correspondront à notre environnement, à notre système du moment. Voilà un peu, je peux que vous encourager à essayer de faire ça à chaque fois que vous faites un POC. Ça prend un peu plus de temps, évidemment, mais ça évite de faire des choix un peu rapides et que vous risquez de payer plus tard. Je finirai sur ma toute dernière slide. Je vous demande, s'il vous plaît, de scanner un maximum ce QR code, de me faire un maximum de retours pour éviter le biais du survivant. Je le rappelle, on remonte dans la conf. Biais du survivant, si j'ai que 6 personnes qui me disent oh, ta conf elle est incroyable, et que en fait tous les autres ont trouvé ça nul mais que vous ne me le dites pas, bah, je vais penser que ma conf elle est incroyable. Ou inversement. Donc s'il vous plaît, mettez-moi un maximum de commentaires histoire que je ne rentre pas dans le biais du survivant dont je vous parle. Ça serait vachement bête quand même, hein. Genre je vous parle, arrêtez de le faire et boum, je le fais moi-même. Et un grand merci de votre écoute et de votre participation, ça a été un plaisir. On a 5 minutes de questions. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Non, tout a été clair et incroyable. Tant mieux. Personne n'a écouté. Tant mieux aussi, comme ça, pas de problème. Merci encore à vous et je laisse la parole. Je ne sais pas s'il y a une conf tout de suite ou si c'est le repas.
C'est le repas? Oh, c'est le repas, trop bien. Bon appétit. Merci à vous.